Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Il s'est fait très très froid là où je suis en France, il fait vraiment très froid. J'espère que chez vous, les températures sont beaucoup plus clémentes, mais bon, le réchauffement climatique après un été caniculaire, voici un hiver rude et froid qui commence bien ici, en tout cas dans cette partie de l'Europe. Ya Jamaat al-Khair, je voulais revenir un petit peu sur cette Coupe du Monde qui se termine. La finale, ça sera dimanche à 16h. France-Argentine, deux grands pays de football, deux grandes nations. Messi contre Mbappé. Ça va passionner tout le monde et ça passionne déjà et d'ores et déjà des millions d'Algériens. Nous avons longuement parlé de l'incroyable succès marocain, de l'adhésion des peuples grâce à ce succès, cette qualification historique du Maroc aux demi-finales de la Coupe du Monde, à cette prestation héroïque et comment c'est le Maroc qui a perdu une qualification finale de la Coupe du Monde. Il a permis en tout cas de gagner une conscience maghrébine, de participer à l'émergence réelle d'une conscience maghrébine. Le Maghreb des peuples existe bel et bien. Nous l'avons vu dans les stades du football au Qatar, dans les travées du stade, dans les rues de Doha, dans les rues de Casablanca ou dans les rues de Paris, de Montréal. Malheureusement, nous ne l'avons pas assez vu dans les rues d'Alger et de Rome à cause de la répression policière et militaire qui a empêché toute manifestation de joie favorable aux supporters marocains, et l'occupation d'espaces publics en Algérie est totalement interdite depuis la fin du Hirak, vers la fin du printemps 2020, depuis la fin du printemps 2021. La Coupe du Monde d'Ejma, finalement, la France et l'Argentine qui seront champions. Le véritable champion, comme je connais, le Qatar. Le Qatar, il a réussi vaillamment son coup. Le Qatar, ce petit pays de 400 000 habitants, a réussi son coup, il est devenu au cœur de toutes les préoccupations, au centre de tous les intérêts. Le soft power du Qatar a été multiplié par 100. Et dire qu'avant la Coupe du Monde, quelques semaines uniquement avant le début de la Coupe du Monde, les médias occidentaux, les partis politiques, des associations de la société civile, des ONG des droits de l'homme, des lobbyistes, des personnalités mondiales ont appelé au boycott du Qatar, à ce que les supporters ne partent pas au Qatar, à ce qu'on ne regarde pas les matchs de la Coupe du Monde au Qatar. On a tout fait pour noircir les matchs du Qatar, qui étaient noirs, à juste titre. Hein. Le Qatar, il y a plusieurs preuves qui le démontrent, a donné des pots de vin pour avoir cette Coupe du Monde, il a maltraité les ouvriers étrangers pour construire les infrastructures nécessaires à l'organisation de cette Coupe du Monde, il a fait beaucoup de conneries, mais le Qatar a réussi son coup. Le Qatar est en train, et s'est imposé, l'organisation a été parfaite, pas d'anicroche, pas de problème de sécurité, pas de dérive, pas de dérapage, discipline, rigueur, les stades flambant neufs, les stades étaient magnifiques, des pelouses exceptionnelles, impeccables, l'ambiance était exceptionnelle aussi, bon enfant, les supporters se sont amusés, le monde entier a regardé cette Coupe du Monde, il y a eu des records d'audience partout dans les grands pays, y compris en France, qui était l'un des pays les plus concernés par les appels au boycott, parce que la France, comme vous savez, en 2010, elle a joué un rôle important, entre 2009, 2008 et 2010, elle a joué un rôle important dans l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Le Qatar a gagné son bras de fer contre ses adversaires et ses détracteurs. Il s'est imposé comme un pays moyen-oriental, musulman, arabe, moderne, un pays influent, un pays qui compte, un pays qui a démontré qu'avec l'argent du pétrodollar, on peut réaliser de grandes choses. Et avant cette Coupe du Monde du Qatar, on pensait que les monarchies du pétrodollar du Golfe, les monarchies du Golfe étaient arriérées, archaïques, finançaient uniquement le terrorisme, finançaient uniquement le conservatisme religieux, elles véhiculaient uniquement des images moyenâgeuses de leur population et de leur peuple, que c'était des pays arriérés, que c'était des pays condamnés au sous-développement, c'était des pays de corruption, des pays de dictature, des pays qui ne pourraient jamais aspirer à la modernité. Eh ben non. Voilà, le Qatar l'a prouvé. Avec l'argent du pétrole, 200 milliards de dollars investis dans cette Coupe du Monde, dans ces infrastructures, des métros hyper modernes, des stades hyper modernes, modulables, démontables, une Doha, elle a été totalement métamorphosée, des gratte-ciel, des espaces verts, des beaux boulevards, une architecture à la fois moderne et futuriste, mais aussi respectueuse du patrimoine qatari, du patrimoine arabe, de la civilisation arabe. Pas mal d'édifices et d'ouvrages nous rappellent ou refont naître un petit peu la touche urbanistique, la touche architecturale et patrimoniale arabe et musulmane, ce qui est très touchant. Bon, le Qatar a réussi son coup, mais comment ce petit pays, c'est ça rappelle comme il faut vraiment prendre l'exemple du Qatar comme étant une leçon de géopolitique. Le Qatar en 2017, il allait être envahi. Le Qatar a été menacé à 2 reprises d'invasion.
Et ça, vous lisez les documents, lisez des études, des expertises, regardez des documentaires, suivez certains experts et spécialistes du Moyen-Orient. Et à deux reprises, les Émirats et l'Arabie Saoudite ont préparé à deux reprises un plan d'invasion du Qatar. Le premier, c'était en 2014. Le deuxième, c'était en 2017. Et les deux plans ont échoué. Le Qatar a failli disparaître de la carte, a failli être annexé par l'Arabie Saoudite ou par les Émirats. Il a failli être détruit par une guerre. Et ben aujourd'hui, il a survécu. Il est devenu ce qu'il est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a survécu à la crise du Golfe, où il a été boycotté, isolé par ses voisins. Imagine, on a essayé d'isoler le Maroc. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Elle a fermé son espace aérien. Et elle a aggravé, elle a durci ses rapports avec le Maroc. Elle a fermé toutes ses frontières. Imagine le Qatar, il a été boycotté par l'ensemble de ses voisins. Les Émirats, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, d'autres pays qui étaient leurs alliés, l'Égypte, la Mauritanie, plusieurs pays africains, plusieurs pays musulmans ont fait alliance, ont fait alliance avec l'Arabie Saoudite et les Émirats pour essayer de saboter, de disloquer le Qatar. Le Qatar, comment il a subsisté? C'est important de le savoir parce que le Qatar a compris, il a tout compris au fonctionnement de ce monde moderne. Il a compris ce que les dirigeants algériens n'ont jamais pu piger, malheureusement, parce que leur niveau intellectuel et leur compréhension, leur niveau intellectuel est très médiocre et très limité, et leur capacité de comprendre certaines vérités, certains concepts de ce monde moderne, elle est malheureusement inexistante. Ils ne sont pas capables de les comprendre. Je suis un peu grippé, j'ai un peu froid, c'est pour ça que j'essaie que je touche beaucoup mon nez. Voilà. Je ne me drogue pas. كاين واحد الكومونتاتور قال لك عبد الزما يضرب لا كوكايين سيبوزي قيس نيفو هذا هو النيفو تاع لي ديريجون الجيريان فيك نيوز لي رومور اي لي موفيز انتربريتاسيون اي لي انتونسيون malsaines. Il y a un livre, que vous devez lire. Il a été écrit par deux journalistes français très connus qui s'appellent Georges Malbruno et Christian Chesneau. Georges Malbruno et Christian Chesneau, ce sont deux grands reporters français, deux écrivains aussi, deux journalistes qui travaillent essentiellement, qui ont beaucoup collaboré avec le quotidien Le Figaro et qui sont deux spécialistes du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. Voilà, ils ont écrit pas mal de livres sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Ce sont des gens vraiment très sérieux et très cultivés. Ils ont une connaissance très affûtée du Moyen-Orient. Beaucoup plus du Moyen-Orient d'ailleurs que du Maghreb. D'ailleurs, Christian Chesneau était à France Inter. Malbruno, je sais qu'il a été aussi au Figaro. Ils ont fait un livre en 2019 qui s'appelle les Qatar Papers. Les Qatar Papers. Dans ce Qatar Papers, ces deux journalistes expliquent la stratégie qatari. Comment le Qatar en Europe, depuis la France, a investi des dizaines de milliards de dollars pour financer non pas seulement les mosquées, ou les associations religieuses, ou les personnalités issues des communautés musulmanes d'Europe, mais il a investi dans l'économie, il a investi dans la culture, il a investi dans le sport, le PSG, etc. Il a investi dans les grandes entreprises françaises. Rien qu'en France, on estime que le Qatar détient à peu près l'équivalent de 25 milliards d'euros de participation dans les plus grandes entreprises françaises, dans l'économie française. La France est le deuxième pays européen après la Grande-Bretagne où le Qatar investit énormément et le Qatar est maintenant en train d'investir aussi beaucoup en Allemagne et en Espagne. Donc le Qatar a une stratégie très intéressante. Le livre de Qatar Papers, c'est qu'il y a 114 projets qui ont été lancés par le Qatar depuis 2015-2014 pour que le Qatar devienne la première puissance influente en Europe. Et le Qatar a compris que l'influence passe par le business, pas par autre chose, que par le business. Voilà, Georges Bruno, il raconte dans une émission de télévision récemment qui est passée sur France 5, C'est à vous. Je sais pas si vous connaissez cette émission de débat très intéressante, le niveau est un peu relevé. Ça nous change les émissions d'An-Nahar, d'Ash-Shoroq. Georges Malbruno, il raconte que lorsqu'il devait écrire ce livre, pour les besoins de ce livre, il a rencontré un conseiller proche de l'émir du Qatar. Et il avait dîné avec lui à Doha, il l'avait rencontré pour les besoins de son livre, Georges Malbruno, la famille El-Tani, vous avez réussi à survivre et vous avez réussi à garantir la survie de votre pays, alors que vous êtes entouré d'ennemis, comme l'Iran, un pays compliqué, comme les Émirats l'Arabie Saoudite qui veulent votre tête et qui ne supportent pas votre réussite et qui ne supportent pas votre influence dans la région, comme le Yémen, il est ravagé par la guerre qui n'est pas très loin, comme une vieille animosité, hostilité historique avec le Bahreïn. Comment vous faites pour survivre? Comment vous faites? Et bien, le proche conseiller de l'émir, qui fait partie de la famille royale aussi. C'est simple. Nous, on fait du business.
Nous, on arrive à séduire, à convaincre nos interlocuteurs, on arrive à avoir la paix, et on arrive à ne pas faire de la guerre, on arrive à éviter d'être écrasé parce qu'on fait du business avec tout le monde. On a des deals avec tout le monde. De manière directe, nous faisons du business. Nous investissons sur tout le monde, nous proposons de l'argent à tout le monde, on fait du business avec tout le monde. Et quand tu fais du business avec tout le monde, tout le monde a intérêt à te garder, à te conserver, à te fidéliser, et à te sécuriser, et garantir ta sécurité. Si tu es associé avec tout le monde, ça veut dire les plus puissants de ce monde, et si tu places ton argent dans les projets qui impliquent les plus puissants de ce monde, et pas les plus puissants de ce monde, ont intérêt toujours à te garder auprès d'eux parce que tu les finances et tu finances leurs projets, ils ont besoin de ton portefeuille. C'était ça la clé du Qatar. La preuve, en 2017, quand le Qatar a été menacé par l'Arabie Saoudite et les Émirats envahis, quand il a été totalement isolé du reste du monde et boycotté et placés sous embargo. Où je dis les Qataris, ils ont acheté des armes à tout le monde. En une année, en 2018, ils ont acheté 25 milliards de dollars. Ça, ils ont acheté des armes à tout le monde. Chef des armes à les Français. Chef des avions de chasse pour les Français, à les Français, avec Emmanuel Macron. Ils ont été avec Donald Trump, ils ont acheté des armes aux Américains. Ils ont acheté des armes aux Russes. Ils ont acheté des armes aux Chinois. Où ils ont demandé aux Turcs d'avoir une base militaire chez eux, en Qatar, alors qu'il y a déjà la plus grande base militaire des États-Unis d'Amérique dans toute la région du Moyen-Orient, au Qatar. Ils ont distribué, ils ont fait des deals avec tout le monde. Les Qataris ont bien compris que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des idéologies, ce n'est pas le monde des religions, ce n'est pas le monde des convictions, c'est le monde des intérêts économiques et du business. Tu fais un business avec moi, tu gagnes de l'argent avec moi, tu me permets de gagner de l'argent, je suis ton ami, je suis ton allié. Quand tu as des emmerdes, je suis à côté de toi. Mais les idéologies, le panarabisme, la question palestinienne, ou la lutte contre le sionisme, ou le socialisme, la lutte contre l'impérialisme, ça n'existe plus. Et le Qatar a tout compris à cela. Il arrive à survivre, il a survécu grâce à cela. Et il a survécu de manière édifiante. Et aujourd'hui, non seulement il a empêché, il a pu ne pas être envahi par ses pays voisins qui sont beaucoup plus puissants que lui. L'Arabie Saoudite et les Émirats sont beaucoup plus riches que lui, beaucoup plus puissants que lui. Et il a réussi à devenir le seul pays arabe et musulman qui a été cité aux 4 coins de la planète sans qu'il soit associé au terrorisme, ou là à la guerre, ou là à la famine, ou là à la dictature, ou là aux violations des droits de l'homme. Il a été cité comme le pays qui a abrité une Coupe du Monde de football, comme un pays moderne, qui a les plus beaux stades, qui a des infrastructures futuristes, et qui est étonnant qui a étonné le monde entier par sa capacité à organiser cette Coupe du Monde. Contrairement aux dirigeants algériens, ils tapent au Maroc parce que les Marocains sont amis des Israéliens. On est contre le sionisme. On dénonce, on est amis avec Cuba, avec Venezuela, des pays qui sont en faillite, ou là, des pays qui sont totalement isolés, ou là sous embargo. On soutient la Russie parce que la Russie se mène quand il y a un effort socialisme comme le Maha. Donc, mais ça n'existe plus. Les dirigeants algériens, ils croient à des idéologies, ou là, à des convictions idéologiques qui n'ont plus lieu d'être dans un monde où il n'y a que le business qui triomphe. Combien tu me donnes, combien je te paye, combien tu me payes, combien on peut gagner ensemble, quels sont les projets qu'on peut développer ensemble, est-ce qu'on peut s'enrichir ensemble? Dis-moi si on peut s'enrichir ensemble, je te dirai, est-ce que je serai ton allié ou ton protecteur? Voilà comment marche le monde aujourd'hui. Comme l'Algérie n'arrive pas à s'enrichir elle-même, donc elle ne pourra pas permettre à ses partenaires étrangers de s'enrichir, nous sommes excommuniés de la communauté internationale, nous sommes mal vus, nous sommes mal appréciés, et on sent que tout le monde veut nous agresser parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Mais le Qatar, il s'est fait des amis partout. La corruption, سميها رشوة, سميها حرام, drame, سميها كما حبيت. Le résultat, c'est quoi? C'est que le Qatar, il est influent, protégé, puissant. Il est beaucoup plus connu maintenant que l'Algérie, alors que l'Algérie a une histoire millénaire. Et le Qatar, qui existe depuis les années 70, il est devenu plus célèbre que l'Algérie et plus influent que l'Algérie. Grâce à quoi? Grâce au business. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du business. Ça sert à rien d'avoir une armée. Le Qatar, il achète les armes, mais il n'a pas d'armée. Il achète les armes pour fidéliser les Américains et les Européens pour qu'ils puissent le protéger au cas où. Et en fait, il donne de l'argent aux armées européennes, aux armées américaines, pour qu'elles puissent le protéger au cas où. Mais c'est une armée. Son arme, c'est son argent. C'est le business. C'est sa capacité à faire du business, à s'enrichir et à permettre à ses partenaires de s'enrichir. Le jour où les dirigeants algériens comprendront cette vérité sur le monde d'aujourd'hui, ce jour-là, peut-être l'Algérie pourra se réveiller et aspirer au développement.